Alors bonjour, nous allons commencer avec Nilgün Toker et nous avons voulu sortir de la France, aller en Turquie et voir comment les chercheurs dans les contextes répressifs, disons, essayent et réussissent à faire une sociologie qui a un dialogue avec la population. Et Nilgün Toker, c'est une très grande philosophe, professeur, oui, et tout le monde la connaît en Turquie, et professeur en philosophie, et elle était directrice de longue date du département de philosophie à Izmir, et jusqu'au 6 janvier 2017. C'est la date des licenciements massifs des universitaires qui avaient signé la pétition pour la paix. D'accord. Alors Nilgün, est-ce que tu peux nous expliquer, d'abord peut-être parler un peu de l'Académie de Solidarité? On a construit des académies de solidarité en presque toute la vie grande ville. Oui. Ankara, Istanbul, İzmir, Mersin. On établit un groupe. C'était magnifique. Nous avons créé un milieu libre de la hiérarchie universitaire, égalitaire et démocratique. On a dépassé de nos traumas, je crois. Grâce à cette expérience, on est devenu académicien créatif. Est-ce qu'il y a des liens entre ces groupes qui se constituent et puis ceux qui restent à l'université? Non. Parce qu'ils ont peur. C'est fascisme. Hein? Vous dites pour rester libre, pour garder l'espérance. Moi j'entends, après ça, on s'est mis, on a créé, on a inventé. C'est comme ça que je l'entends. Après, il y a une question qui m'arrive. Est-ce qu'il faut passer par la rupture? Ça veut dire, est-ce qu'il faut être violenté par l'institution, par les pouvoirs, pour se mettre à créer et revenir au sens? Parce qu'évidemment, moi, vis-à-vis d'ici, de la France, ça me pose des questions. Et donc, est-ce qu'il faut passer par cet déchirement pour, vous avez dit, tout était neuf pour nous. Belki şart değildi ama böyle öğrendik. Mais peut-être c'était pas obligé, mais nous avons appris comme ça. Biz alışkanlıklarımızın konforuyla yaşıyoruz genellikle. En général, nous vivons avec le confort de nos habitudes. Donc nous étions comme ça aussi. Bu konfor bozulduğunda alışkanlıklarımızı sorguluyoruz. Et quand il y a un problème dans ce confort, nous commençons à mettre en question nos habitudes. Je souhaite à tout le monde de ne pas avoir cet apprentissage à travers une crise. Umarım ki yani bunu da bir aktarabileceğimiz bir miras olur insanlar diye J'espère que düşünüyorum. ça va être un héritage qu'on peut transmettre aux autres. Et ce séminaire, c'est un séminaire itinérant qui a commencé à Strasbourg, qui a continué à Nice. Maintenant, nous sommes à Brest. Peut-être on peut venir à Izmir, on ne sait jamais. Merci beaucoup et à bientôt. Nilgün Notre projet commun, c'est justement dans la rupture, on va dire, de rompre aussi des formes de routine universitaire qui parfois nous posent des problèmes dans la manière dont on peut organiser des échanges, y compris des échanges avec des collègues, ou, et ici ça me paraît important de le dire dès maintenant, avec autour de cette table des gens qui ne sont pas des collègues, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous sociologues. Pour commencer, on va s'appuyer sur une déclaration, une citation d'un travail de Léonore,
qui en fait est une grande spécialiste de la rupture. Super. Pour s'attacher, il faut se détacher. Pour s'attacher, il faut se détacher. Donc on propose de se détacher de cultures minuscules et majuscules pour justement s'attacher à la culturalité. Et notre deuxième proposition, c'est en fait de se détacher de ce qu'on appelle la sociologie publique. Alors, si on propose de s'en détacher, c'est que on considère que c'est en fait une notion, une défense qui n'est pas adaptée à la société française. Donc, l'histoire a un titre de noblesse. Quand elle est enseignée à l'université, elle récupère une majuscule. Et l'histoire en minuscule, elle appartient à tous. On la récupère au cinéma, au théâtre, dans la littérature. Mais la sociologie, c'est la parente pauvre des sciences sociales. Elle n'a pas de majuscule. Donc en fait, l'hypothèse qu'on pose, c'est de dire, est-ce que quand on lui met ce qualificatif public, qu'est-ce qu'on fait finalement? En fait, on explique que le reste ne serait donc pas public. Parce que la sociologie, elle reste enseignée avec sa petite minuscule, elle reste enseignée dans des universités publiques, elle est distribuée par des agences de services publics, elle est financée par des agences de recherche publiques. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce qu'on dit et à quel public quand on rajoute public? En fait, on en arrive à un mouvement d'ampleur d'intellectualisation. C'est l'intellectualisation dans une société qui marche au titre scolaire, qui permet en fait de garantir des positions sociales, parfois des positions professionnelles, et toujours de la légitimité du moment en fait que cette intellectualisation est certifiée par l'école. Que les catégories dominantes, donc les intellectualisés, estiment que le tout public, qu'on appelle aussi le grand public, et c'est celui qui est le moins cultivé. Le problème, c'est que cette intellectualisation, elle est réellement attendue chez les savants, évidemment. Elle est de plus en plus attendue, voire exigée chez les artistes, qui, pour se garantir en fait une profession, une possibilité de vivre, sont obligés de rentrer dans une surabondance de discours de justification de leur pratique et de leurs activités, qui les contraint à aller vers de l'intellectualisation que j'affirme être parfois une intellectualisation ostentatoire. Le dernier point, c'est que, en fait, ce qu'il est convenu d'appeler la vulgarisation. La vulgarisation, je le rappelle, c'est dans nos missions d'enseignants-chercheurs. Et c'est ce terme qui est employé de manière extrêmement officielle, académique, guère contestée. Or, ce vocable n'est pas neutre du tout. Et il est utilisé par des gens cultivés qui préfèrent ignorer que le latin vulgus désigne une foule indistincte, anonyme, et non le peuple qui vote. Et donc, on propose de se détacher de sociologie publique, qui nous paraît poser plus de problèmes qu'il peut en résoudre, pour atteindre notre objectif, qui est, nous, en fait, de s'attacher à la notion de curiosité d'utilité publique. Donc, la curiosité, c'est un moteur, c'est le moteur de la culturalité pour tout le monde, mais c'est le moteur de la recherche, c'est le moteur de la connaissance, c'est le moteur de la création. Et puis, c'est la curiosité qui permet à chacune, à chacun de passer les frontières entre les disciplines, d'où notre abandon de la sociologie toute seule perdue, parente pauvre au milieu des autres sciences sociales. Puis c'est la curiosité qui nous pousse à franchir les frontières entre les différents espaces géographiques, géopolitiques, entre les différents mondes sociaux et puis entre les différents publics. Alors, je vais dire, pour peut-être
lié avec ce qu'il a dit Nilgün tout à l'heure. Et les contextes autoritaires, quelquefois, ils ont des avantages. C'est-à-dire, qui rendent très, comment dire, c'est plus facile à voir les choses plus évidentes, quelquefois, les choses plus évidentes. Et par exemple, si j'ai dit à Nilgün, on peut amener les mêmes séminaires, mais ça ne serait pas avec le nom sociologie publique en Turquie, parce que le public, comme en France, il a un nom kamusal, ça veut dire État. Donc, dans ce contexte, quand j'avais choisi de m'inscrire à la faculté de sociologie, c'était vraiment pas pour devenir sociologue, c'était pour apprendre la sociologie. Et parce que c'était un contexte où il y avait plein de choses qui se passaient, et j'avais besoin de construire mes questions, structurer mes questions, structurer mes analyses, trouver des liens entre les différentes choses, et j'avais besoin de cette méthodologie. Mais pour vous dire que, en même temps, j'écrivais. J'étais écrivain, j'adorais la littérature, j'écrivais des contes, des nouvelles, j'avais des prix, etc. Donc ça continuait. Mais ça ne me suffisait pas. Pour continuer même à écrire, j'avais besoin de la connaissance sociologique. Écrire, partager, analyser, c'est ça qu'on a besoin. Pas devenir quelque chose. L'enjeu est bien de partager cette curiosité d'utilité publique, dans le sens où c'est une curiosité qui nous aide à essayer de comprendre à la fois ce qui nous lie, mais peut-être aussi ce qui nous divise. Et parmi les divisions auxquelles on est confronté, il y a celle qui a été évoquée par Annick, qui tiennent finalement aux divisions produites par les effets d'institution. Et de fait, quand on est dans l'académie, eh bien on est finalement, même si on est financé par des fonds publics, on est amené, en quelque sorte, à privatiser finalement la production de connaissances dans le cadre de débats académiques entre pairs. Voilà, il y a ceux qui sont dedans et puis ceux qui sont dehors. Il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Alors, du coup, c'est une invitation à essayer de franchir ces barrières, ces frontières. Finalement, que ce séminaire invite à faire. Et comment partager ce qui est aussi, nous, notre cuisine de production de savoir, les conditions dans lesquelles on est amené, nous, à être curieux, à essayer de produire des regards sur le monde qui n'ont rien, effectivement, d'une vérité qui devrait s'imposer à tout le monde. Donc comment ne pas produire ces effets aussi de violence symbolique en ne donnant que des résultats et en occultant, nous, dans le laboratoire secret de production sociologique, comment nous aussi, les mains dans le cambouis, on se pose les mêmes questions que tout le monde se pose finalement face à l'élucidation des dynamiques sociales. J'ai beaucoup aimé quand tu parlais quand tu t'attaches à devenir quelque chose, j'écris, tu t'empêches d'être dans les vrais. Moi, je suis convaincue de ça. Bon, après, c'est très difficile, parce que c'est très très difficile de ne pas vouloir devenir quelque chose. Et comment, moi, ma question, c'est comment je suis à l'intérieur, mais comment je suis aussi à l'extérieur. Je vous dis des trucs comme ça, c'est pas... Comment je suis à l'intérieur et comment je suis à l'extérieur. Comment je suis aussi dans une réflexion intellectuelle construite. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Moi, j'ai dit que je suis venue en France pour restructurer ma pensée. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, maintenant, tu reviens à tes origines. L'autonomie aussi, c'est hyper important. La question de l'espace, des ressources, je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'inventer d'autres espaces. Des espaces de rencontres, des espaces de frottement. Pas forcément des espaces de transdisciplinarité. Tout ça, moi, c'est un peu comme si on est obligé maintenant de faire de la transdisciplinarité. Je préfère des histoires de frottement. Mais allez-y, on est dans une pensée, comme disait Annick, pensée agile. C'est un sociologue qui a dit ça. Je veux partager avec vous l'expérience pour ma dernière recherche que j'ai faite en Turquie. J'ai quitté la Turquie en 2009
Et ce livre, il est publié fin 2008 en Turquie. Et c'était une recherche sur le rôle du service militaire dans la construction de la masculinité en Turquie. J'ai dit que peut-être je peux montrer le rôle du service militaire parce qu'en même temps, c'est un pays où le militarisme, la militarisation est assez fort. Et c'est très facile de voir comment le sexisme est articulé au militarisme, au nationalisme. Et il y a une loi très très connue en Turquie, critiquer le service militaire est interdit et commence 2 ans de prison. Donc, pour les personnes qui ont partagé leurs expériences aussi, c'était dangereux. Et pour moi, c'était dangereux aussi, mais j'ai dit, je vais essayer de faire ça. C'est très difficile pour les hommes de partager cette histoire d'horreur. 1 an et demi, et que la violence. Ramper, par exemple, ils rampent tout nus, et à peu près tous les hommes qu'on a parlé, ils ont rampé. C'est pas seulement pour... c'est une tactique de guerre, il faut savoir ramper, c'est pas pour cela. C'était une punition. Pourquoi j'avais fait cette recherche, je vous ai raconté. Donc, ce n'était pas que pour avoir je sais pas, une publication de plus, etc. C'était vraiment pour pouvoir nourrir le débat public aussi. Et pour pouvoir discuter avec cette population qui atteint. Le livre, il est publié en 2008 et est devenu très populaire tout d'un coup. Mais vraiment, parce qu'en Turquie, les féministes ne parlaient pas sur les hommes. Et c'est devenu très, très populaire parce que j'avais choisi une méthode dans ce livre. J'ai dit que moi, après j'ai écrit des articles pour mes amis. Mais ce livre, j'ai dit que ça va être vraiment, je veux faire en sorte que je veux mettre ensemble ces expériences pour expliquer, mais c'est une sorte d'art aussi. Donc, les gens qui lisent peuvent voir avant comment ils se préparent, comment après je peux faire des explications sans dire beaucoup de choses. Et donc je parle très peu, mais quand je lis les expériences, c'est eux qui parlent et c'est eux qui expliquent. Et tout de suite après, j'ai appris qu'il y a 2 groupes de théâtre différents, mais on va voir un groupe qui continue depuis que le livre est publié, mais ils vont partout en Turquie. Ils vont dans les villages, dans les petites villes, ils font des spectacles. Et moi, il y a des choses que je ne pouvais pas dire dans ce livre, mais ils ont réussi à faire passer cette analyse. On part d'une même analyse, donc on a besoin d'une recherche pour faire ce spectacle et pour faire ce livre. On a besoin d'une recherche. Après les recherches, il faut mettre tout sur la table, il faut trouver des liens, etc. Il faut faire une explication. Et après, quand tu fais des analyses, comment l'exprimer? Moi, je vais présenter finalement la manière dont j'ai été amenée, moi aussi, à proposer un matériau. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai proposé, un matériau d'entretien, finalement, à des gens de théâtre. Et puis le monde des employés, de l'hôtellerie-restauration, des services, finalement, il avait été très peu étudié. Et moi, j'avais un peu cette curiosité d'aller voir ce qui se passait un petit peu dans cet univers-là. Et là encore, j'ai collecté des récits qui étaient d'une richesse alors tellement importante que, en plus, là aussi, de ce qu'on doit remettre à l'institution, du coup j'en ai fait un livre qui s'appelle « Êtes-vous qualifié pour servir ?» Et plus je travaille sur le secteur, plus je me dis que finalement, dans mes entretiens, les entretiens notamment les récits de vie que j'avais faits, il y avait effectivement des choses que je n'avais pas exploitées. Donc, alors Strasbourg, c'est une université qui est dans un périmètre d'excellence. Il y a des financements IDEX, Initiative d'Excellence. Et parmi toutes les excellences qui sont financées dans le cadre de ces programmes, il y a un programme qui s'appelle maintenant, c'est Université et Cité.
Hein. L'idée est de voir comment l'université peut justement aller dans la cité. Et j'ai toujours effectivement un peu rêvé d'associer sociologie et théâtre, parce que j'ai toujours pensé que voilà, la mise à distance qui se pratique dans la mise en scène a à voir avec les mises à distance aussi qu'on pratique quand on est sociologue. On est dans les mêmes tentatives d'élucidation, de mise en forme finalement, de quelque chose qui est le social. Et donc je suis allée frapper à la porte du TNS, donc du Théâtre National de Strasbourg, et du coup voilà, j'ai rencontré cette chargée des relations avec le public, Christelle Guillambert, qui m'a fait rencontrer un écrivain associé au TNS, donc Frédéric Bossier. Et Frédéric Bossier a trouvé une auteure qui s'appelle Sonia Chiambretto, qui était partante pour essayer d'écrire un texte à partir de ce matériau d'entretien. Et il a aussi trouvé une metteur en scène, donc Anne Théron, qui, elle, était partante pour travailler avec Sonia Chiambretto. Et c'est ce qui a donné, du coup, ce spectacle, Supervision, qui a été représenté au TNS et à l'université donc les 8 et 9 février dernier. Et j'ai une étudiante qui se trouve être aussi graphiste, donc elle allie aussi sociologie et puis art à sa manière, hein, puisqu'elle elle dessine et elle fait des dessins moi, que je trouve magnifiques. Et elle a proposé de suivre les répétitions et de faire un reportage dessiné des répétitions. Sonia Chiambretto s'est rendue compte de la difficulté à devoir, là aussi, greffer son imaginaire sur un autre regard que le sien. Hein. Et donc, elle y est évidemment très bien parvenue en essayant comme elle a dit, d'ailleurs, et c'était le titre de la pièce, par rapport à la vision que portaient les entretiens, a essayé d'imaginer une super vision. Hein. Elle avait donc les entretiens, et donc tous les personnages qu'elle a fait vivre dans ce spectacle, en fait, elle n'a pas pris, évidemment, les personnages un à un. Elle a fait ce que j'appelle des personnages harlequins. Elle a fait des espèces d'hybridation. Elle a construit des personnages fictifs à partir des individus que moi j'avais interviewés. Et j'ai retrouvé ces personnages harlequins rendant compte d'une expérience qui était complètement fidèle, finalement, à tout ce que moi j'avais entendu. Et donc, j'ai vraiment pu voir comment cette fiction permettait de rendre compte d'un regard sociologiquement plus que pertinent.